La solidarité européenne l'emporte à Bruxelles. Le franc dévalué de 2,5%, le mark réévalué de 5,5% ce matin. Ouverture cet après-midi à Bruxelles du Conseil européen réunissant les 10 chefs d'État et de gouvernement. En vedette, le couple franco-allemand. En jeu, la convergence des politiques économiques. L'installation du nouveau conseil municipal de Paris, Jacques Chirac réélu maire. La disparition du petit Ludovic dans la région de Grenoble. Aucune trace de l'enfant depuis 4 jours malgré les recherches de la police. Madame, Monsieur, bonsoir. Il aura fallu au ministre des Finances européen 3 jours de discussion, quelques coups de théâtre et des échanges souvent brutaux pour parvenir à un accord, mais la solidarité européenne l'a emporté. Les monnaies qui participent au système monétaire européen, c'est-à-dire les monnaies des pays membres, sauf la livre britannique et la drachme grecque, subissent une modification de leur parité. Modification à la baisse pour le franc français et la lire italienne, d'évaluer de 2,5%, baisse plus forte pour la livre irlandaise, d'évaluer de 3,5%. Modification à la hausse, vous venez de le voir, pour le mark allemand, qui est réévalué de 5,5%, pour le florin hollandais réévalué de 3,5%, la couronne danoise de 2,5% et le franc belge de 1,5%. L'écart entre les deux devises qui ont été le plus mis à mal par la spéculation ces derniers temps, le franc et le mark, l'écart devient donc de 8%. Pour le franc, il s'agit de la 3e dévaluation depuis mai 81, officiellement la 5e depuis le début de la 5e République, en réalité la 7e si l'on tient compte des 2 sorties du serpent monétaire. Autant de réévaluation pour le mark, dont la valeur a plus que doublé en 20 ans. Le ministre français Jacques Delors et son homologue allemand se déclarent l'un et l'autre satisfaits d'avoir fait un bout de chemin l'un vers l'autre et de s'être mis finalement d'accord sur un compromis qui inclut les autres devises. Le point des négociations qui ont abouti au compromis de Bruxelles, Philippe Sassier. Albrecht Dürer, le peintre allemand qui orne les billets de 100 marks, vaut désormais 8% de plus que Jeanne Delacroix qui illustre nos billets de 100 francs. Il a fallu 3 jours de discussion pour en arriver là, c'est vous dire si elles furent difficiles. Et si l'on est arrivé ce matin à un compromis, eh bien c'est grâce probablement à la volonté de sauver à tout prix l'Europe. Ce matin à Bruxelles, il fait froid. Les ministres et les experts rentrent de leurs capitales respectives où ils ont consulté leur gouvernement. Dans leurs serviettes, des documents qui permettent de relancer la discussion. L'Allemagne a décidé de réévaluer le mark d'un demi% supplémentaire afin de permettre au franc français de ne pas dévaluer de 3%. Pour que l'accord se fasse, d'autres pays, la Hollande notamment, ont accepté de réévaluer au-delà de leurs prévisions initiales. Cette bonne volonté a une contrepartie. Il faut une plus grande rigueur dans la conduite économique de certains pays et une plus grande harmonisation de ces politiques. La France est la première concernée. Et Gerhard Stoltenberg, le ministre des Finances allemand, n'a pas caché que les discussions sur la valeur des monnaies ont été menées parallèlement avec celles concernant les mesures d'accompagnement et qui touchent notamment les réductions de déficit commercial et le développement de la compétitivité des entreprises. On ne connaît aucun détail des mesures évoquées derrière les murs de cet immeuble où se tenaient les négociations. Des déclarations importantes ont été faites par des pays importants, dit-on du côté allemand. Jacques Delors admet qu'il y aura une politique nouvelle. Pour l'inflation, il ne s'agit que de poursuivre l'effort entrepris et qui a déjà donné des résultats. Poursuivre l'effort entrepris et non pas l'accroître. Pourquoi? Parce que s'il était possible de passer de 14% de hausse des prix, ce qui était le cas lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, à près de 9% et à 8% cette année, si l'on voulait aller plus fort, alors ce sont les fondements mêmes de l'évolution économique qui seraient mis en cause. Et cela se traduirait soit par des fermetures d'entreprises, du chômage et une absence de dynamisme des chefs d'entreprise, une érosion encore plus grande de leur marge d'autofinancement. En revanche, pour ce qui est de la réduction du déficit du commerce extérieur, les résultats que nous avons constatés en novembre, décembre et janvier nous ont conduit à penser, compte tenu de nos importations obligées
eh bien, nous devions resserrer notre dispositif afin de ramener le déficit du commerce extérieur français de 93 milliards en 1982 à un chiffre d'environ 45 à 40 milliards en 1983. La baisse du prix du pétrole va nous y aider, mais ça n'est pas suffisant. Il faut prendre d'autres mesures. C'est au Premier ministre d'annoncer ces mesures et non à moi. Et dans le cadre du réajustement de la solidarité économique européenne, M. Delors a confirmé par ailleurs que la France utiliserait les facilités d'emprunt prévues par les mécanismes communautaires. M. Delors, vous l'avez entendu, a clairement indiqué que dans la recherche de la convergence des politiques économiques, de nouvelles mesures de rigueur seraient nécessaires en France pour combattre au premier chef l'inflation. Ces nouvelles mesures devraient donc être annoncées mercredi par le Premier ministre. Quelle peut être leur nature? Roselyne Koskas. C'est le troisième réajustement monétaire depuis le 10 mai 81. Comme les deux précédents, il sera accompagné de mesures sérieuses d'austérité pour réduire l'inflation, diminuer la consommation et surtout limiter le déficit du commerce extérieur. En matière d'inflation, Jacques Delors s'est fixé un double objectif. 8% des hausses des prix en 83 et 5% seulement en 84. Pour atteindre cet objectif, il faudra continuer de surveiller certains hauts revenus, donner un nouveau tour de vis à l'évolution de certains prix et garder sous contrôle étroit les prix des services, par exemple, qui ont tendance à déraper. En matière de consommation, on réfléchit rue de Rivoli aux moyens de diminuer la demande intérieure. Là, la série des mesures possibles est immense, mais toutes ont un sens politique. Par exemple, l'augmentation des cotisations sociales, les communistes sont contre. L'augmentation de la TVA, les entreprises sont contre. L'augmentation des impôts, tout le monde est contre. Il faudra donc choisir si on veut, cette fois, réussir le troisième réajustement monétaire. Enfin, en matière de commerce extérieur, là encore, l'objectif de Jacques Delors est difficile. Il veut diminuer de moitié le déficit pour le faire passer de 93 à 45 milliards de francs. Cela passe par une augmentation de nos exportations, d'où la volonté de maintenir en bon état le courant commercial entre la France et l'Allemagne, notre premier client et fournisseur. Mais cela passe d'abord par une diminution de nos importations, d'où vraisemblablement des décisions pour inciter les industriels à acheter français, d'où encore un alourdissement des formalités d'importation, d'où enfin un sérieux frein mis à l'importation de biens de consommation, par exemple. Aussitôt annoncé l'accord monétaire de Bruxelles, les marchés d'échange qui avaient été fermés ce matin ont rouvert. Les autres marchés étaient restés calmes ce matin. À Paris, cet après-midi, le mark a aussitôt atteint son nouveau cours plancher par rapport au franc, ce qui est normal après un réajustement, 2 francs 99 pour un mark. Le dollar, lui, a fortement grimpé à New York vis-à-vis de toutes les autres devises et surtout du franc, en cotant 7 francs 19. Les nouvelles parités entre les monnaies européennes devraient s'imposer sans intervention des banques centrales, d'après les experts. En tout état de cause, le réajustement n'est pas sans conséquences dans notre vie quotidienne, comme l'explique Jean Lebert. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? L'évaluation, c'est la diminution du franc, la moins de pouvoir d'achat, je pense. En France, il y aura certainement une baisse du niveau de vie, c'est certain, oui. Probablement une petite baisse de pouvoir d'achat éventuellement, mais Automatiquement, j'en aurai moins parce que quand on est à la retraite ne va pas augmenter pour autant. Alors donc on aura moins d'argent parce que tout va augmenter. bien mon compte en banque, je pense qu'il va être déficitaire tout au moins. Hein. Que je vais en subir les conséquences, peut-être pas tellement importantes, mais enfin je pense que j'en subirai les conséquences. Ces gens se trompent. Votre épargne, votre compte en banque n'ont pas perdu de leur valeur. À l'intérieur des frontières, un franc vaut toujours un franc. Et ce n'est qu'au moment de vos vacances, si vous partez à l'étranger, ou quand vous achèterez un produit d'origine étrangère, électroménager, voiture par exemple, ce n'est qu'à ce moment-là que vous sentirez la différence. Tout produit étranger sera un peu plus cher en France. Ce n'est pas un appel au protectionnisme, mais si avec ce billet de 100 francs vous achetez des produits français, vous en aurez toujours pour vos 100 francs.
Si avec ce même billet vous achetez des produits étrangers, vous en aurez un peu moins qu'avant. Alors me direz-vous, à qui profite cette dévaluation? Avant tout, aux industriels, à ceux qui exportent. S'ils jouent le jeu, les produits français baisseront à l'étranger et nous serons plus compétitifs. Nous vendrons plus de voitures, de machines-outils et d'avions. Un revers à cette médaille, la baisse mondiale du prix du pétrole risque de passer à côté de votre porte-monnaie. Le pétrole, vous le savez, est payé en dollars. Son prix a baissé il y a une quinzaine de jours de 5 $ par baril, c'est-à-dire près de 15%. La dévaluation du franc de 2,5% conduira le dollar à une hausse au moins égale. Simple soustraction, c'est pour notre facture pétrolière comme si le pétrole, au lieu de baisser de 15%, n'avait baissé que de 11 ou 12%. Si la France et l'Allemagne, avec leurs partenaires, ont en tout cas réussi in extremis à se mettre d'accord sur le plan monétaire, ce qui reste en jeu, bien sûr, c'est la compatibilité de politiques économiques qui, jusqu'ici, avaient des priorités différentes. Lutte contre le chômage par une politique de stimulant économique voulue par le gouvernement de gauche à Paris, restrictions énergiques pour réduire l'inflation et le déficit budgétaire à Bonn. Alors à Bonn, Michel Meyer, comment interprète-t-on ce soir les résultats de Bruxelles ? Eh bien, les résultats de Bruxelles sont acceptés par les Allemands. On craint bien entendu une diminution de la compétitivité en matière d'exportation made in Germany, mais pas tellement, car depuis 11 dévaluations, les Allemands ont l'habitude de faire face à ce genre de défi. En tout cas, on est assez satisfait de la conclusion de ce poker monétaire qui a duré pas mal de temps et qui a aménagé un certain nombre de suspens qui s'expliquent par des réactions d'autres pays comme la Belgique et la Hollande, mais surtout par le fait que les équipes n'étaient pas tout à fait calées, autant à Paris, mais surtout qu'à Bonn, dans la mesure où, comme vous le savez, il y avait un débat depuis pratiquement le milieu de la semaine dernière entre Helmut Kohl et Franz Josef Strauss, le Bavarois, qui va rester en Bavière. Je vous l'annonce. En tout cas, les Allemands donc souhaitent du côté français un renforcement de l'austérité. Eh bien, il constate tout simplement que la France reste dans le système monétaire européen. Cela veut dire que la France en accepte en quelque sorte les contraintes vertueuses. Et dans la mesure où le gouvernement allemand serre les boulons économiques et va vers plus d'austérité et de rigueur, on ne voit pas comment la politique française pourrait diverger radicalement de cette position sans amener à un éclatement à plus ou moins long terme ou à plus ou moins court terme du système monétaire européen. Alors on pense tout simplement que la France ira dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y aura en quelque sorte une intensification, un renforcement de la politique de rigueur mise en place lors de la deuxième dévaluation du franc. C'était en juin 1982. Cela dit, il n'y a pas eu, on est entre gens polis, il n'y a pas eu de diktat allemand, il n'y a pas eu de promesses françaises, c'eût été tout à fait humiliant et inacceptable, mais implicitement, on sait exactement où on va. Merci Michel Meyer. Vous venez d'y faire allusion. L'allié bavarois de M. Kohl, Franz Josef Strauss, reste donc à Munich, mais son parti obtient 5 postes ministériels contre 3 au Parti libéral qui garde, il est vrai, les portefeuilles clés des affaires étrangères et économiques. Les rapports franco-allemands ont donc été sauvés de justesse de l'écueil monétaire, et ce, au moment même où les 10 chefs d'État et de gouvernement, à commencer par le président Mitterrand et le chancelier Kohl, se réunissaient à Bruxelles pour commencer les travaux du 25e Conseil européen. De Bruxelles, Georges Bortoli. Ce matin, l'Europe avait la fièvre. Ce soir, le malade va mieux et c'est d'un front serein que les participants de ce sommet européen, et notamment François Mitterrand et le chancelier Kohl, qui est le président en exercice de la communauté, ont ouvert leurs travaux. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles savent en effet qu'au-delà des dispositions techniques, le fait que le système monétaire européen n'ait pas éclaté traduit une volonté politique, la volonté de rester ensemble, pour parler d'une même voix aux États-Unis, au Japon, aussi bien d'ailleurs qu'aux pays du tiers-monde. Dynamiser les investissements, doter l'Europe d'une véritable politique énergétique, lutter ensemble contre le chômage et aussi peut-être parler ensemble défense, équilibre des forces en Europe, voilà quelques-uns des problèmes auxquels les responsables réunis à ce sommet vont avoir à se mesurer. Et pour se mesurer à cela, il fallait d'abord résoudre le problème monétaire. C'est fait depuis ce matin.
De l'horizon communautaire à l'horizon politique français, le pas, cette fois, est vite franchi, car la partie qui vient de se jouer à Bruxelles implique aussi un choix de politique économique, et l'homme qui a joué et gagné cette partie, Jacques Delors, paraît maintenant dans la boule de cristal où certains voient un changement de Premier ministre. Jacques Delors paraît bien placé, Albert Duroy. Oui, c'est au Premier ministre à annoncer les mesures et non à moi, a dit, vous l'avez entendu tout à l'heure, Jacques Delors. Était-ce une boutade? En tout cas, Jacques Delors a réussi un beau coup de poker en brandissant la menace d'une sortie du franc du système monétaire européen. Non seulement la menace ne pouvait être que prise au sérieux venant de la part de cet Européen convaincu, mais en plus, une rupture à Bruxelles aurait entraîné ipso facto l'abandon par Paris de la politique delorienne au profit d'une ligne nettement plus isolationniste. Les partenaires de la France n'ont pas voulu courir ce risque et finalement, Jacques Delors a gagné son pari. Cela signifie-t-il que le ministre de l'économie se retrouvera après-demain à Matignon? C'est très possible, toute la politique économique de la France sera conditionnée par l'accord de Bruxelles. Pourquoi ne pas en confier la conduite à celui qui l'a négocié? C'est apparemment ce qu'espèrent les Européens. Mais en réalité, tous les pronostics sont ce soir gratuits. Les observateurs en sont réduits à interpréter des faits bien ordinaires. Louis Mermaz a déjeuné samedi à l'Élysée. Cela signifie peut-être que le président songe à nommer son plus ancien compagnon, mais comme Mermaz était accompagné de deux autres fidèles mitterrandistes, cela signifie peut-être aussi qu'on a voulu les préparer à un choix désagréable pour eux. Pierre Mauroy ne rencontre pas le président dimanche, alors que Jacques Delors, Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius vont à l'Élysée. Cela signifie-t-il que le Premier ministre est hors course? Mais comme lundi, le président retarde d'1 heure son départ pour Bruxelles, dans le seul but de s'entretenir avec le maire de Lille, cela signifie peut-être aussi que le tandem fonctionne toujours bien. Michel Rocard est reçu en catimini lundi par le chef de l'État. François Mitterrand s'apprête-t-il à frapper un grand coup psychologique ou consulte-t-il tout simplement son ministre du Plan? Bref, on ne sait rien. Rien sauf une chose. L'incertitude dure maintenant depuis 10 jours, c'est très long. Bien maîtriser la confusion est une arme, mais c'est aussi une arme à double tranchant. En tout cas, les réactions politiques et syndicales au réaménagement monétaire de Bruxelles sont sans surprise. Satisfaction à gauche, vive critique à droite. Jacques Chirac parle d'un échec, d'un appauvrissement, d'un signal d'alarme. Et Michel Poniatowski annonce déjà une 4e dévaluation. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 23h15, René Monoury, UDF, ancien ministre de l'économie, et Pierre Uri, économiste proche de l'Élysée, débattront des vertus et des vices de la solution bruxelloise. Élection sans surprise à la mairie de Paris. Jacques Chirac a été réélu maire à une très large majorité par les membres du nouveau Conseil de Paris qui est entré en fonction aujourd'hui. Jean-Louis Le Senne. Que Chirac soit candidat, pas de quoi surprendre. Que qu'il le soit aussi, non plus. Seulement, la majorité municipale a mal apprécié la déclaration du leader socialiste. Nous avons entendu au cours de la campagne M. Chirac annoncer son intention d'appliquer le nouveau statut de façon restrictive. Inutile de dire que nous ne partageons pas cette conception et que nous serons très attentifs aux restrictions éventuelles qui pourraient être apportées à la loi par le maire et sa majorité. Je vous demande un rappel au règlement. L'ordre du jour d'aujourd'hui appelle exclusivement la nomination du maire de Paris et du... Pas d'autre incident pendant cette séance pour laquelle tout semblait avoir été écrit d'avance. La supériorité numérique des Chiraciens dans une salle qui n'est pas encore faite pour accueillir les 163 conseillers prévus par le nouveau statut de Paris, cette supériorité empêchera a priori tout imprévu. Vote obtenu. Monsieur Jacques Chirac, 141 voix élues. Monsieur Paul Guilès, 22 voix. Je proclame M. Jacques Chirac, maire de Paris. Super Chirac est donc arrivé et lui a répondu directement à Paul Guilès. Le statut est aujourd'hui entré dans la légalité républicaine. Il sera donc mis en œuvre dans les termes mêmes de la loi lorsque ceux-ci sont d'une application claire. Je n'ai pas en revanche l'intention de laisser libre cours à des interprétations extensives qui seraient de nature à compromettre l'unité de gestion de la ville et au premier chef les responsabilités qui sont celles de cette Assemblée
et celle du maire de Paris. Pour le reste, les conseillers de Paris ont élu les adjoints du maire en l'absence des socialistes et des communistes. En tout, 22 adjoints, moins que les 49 autorisés par la loi, moins que ce que beaucoup espéraient. En tête, les jeunes lieutenants du maire, Jacques Chirac a fait élire aujourd'hui son gouvernement restreint. À Marseille, les rivaux malheureux de M. Defferre, l'UDF Jean-Claude Gaudin et le RPR Hyacinthe Santoni, qui ont déposé une demande en annulation dans 3 secteurs de Marseille, en ont précisé aujourd'hui les motifs qui relèvent, selon eux, de la fraude électorale. L'actualité à l'étranger ce soir, d'abord de nouvelles exécutions au Guatemala. 5 personnes condamnées par les tribunaux militaires ont été fusillées ce matin. À San Salvador, Marianela Garcia Villas, la présidente de la Commission salvadorienne des droits de l'homme, vient d'être enterrée. Elle avait été tuée il y a 8 jours au cours d'une fusillade dans le nord du Salvador, dans des circonstances qui restent bien troubles. Jean-Marc Ilouz. Ce qui est sûr, c'est que la présidente de la Commission salvadorienne des droits de l'homme est morte après une fusillade, donc à Suchitoto, à 40 km au nord de San Salvador. Elle avait 34 ans. Probablement morte assassinée après avoir été torturée, si l'on en croit les précisions obtenues par la CIMAD, organisation protestante d'entraide présente au Salvador. Selon ces sources, Marianela Garcia a été tuée après qu'au volant d'un autocar, elle ait tenté de soustraire à un bombardement une centaine de villageois menacés, dont 14 seulement seront retrouvés vivants. La version des autorités salvadoriennes est différente. L'armée affirme que le corps de la jeune femme a été retrouvé parmi ceux d'une vingtaine de guérilleros après une embuscade tendue à l'armée régulière, et d'accuser Marianela Garcia d'être un agent de liaison révolutionnaire. Or, plusieurs organisations humanitaires contestent cette présentation des faits, destinée selon elles à discréditer une femme dont la personnalité et le travail leur étaient bien connus. Marianela Garcia cherchait à réunir des preuves de l'utilisation de bombes au phosphore et au napalm par l'armée salvadorienne. Vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, elle voulait alerter les Nations unies. En Israël, les autorités se crispent face à l'agitation dans les territoires occupés. Plusieurs dirigeants politiques et syndicaux ont été arrêtés aujourd'hui à Naplouse. En Pologne, le régime vient d'inviter officiellement le pape Jean-Paul II à se rendre dans son pays natal du 16 au 22 juin prochain. Lech Walesa a été sommé de se présenter demain matin devant l'administration des finances de la ville de Gdansk. Il doit y être entendu à nouveau au sujet des irrégularités financières qui, selon les autorités, auraient été le fait de l'ex-syndicat Solidarité. 12 Polonais, dont 4 enfants, ont demandé aujourd'hui l'asile politique à la Suède. Ils y ont atterri à bord d'un petit avion qui n'avait pu être repéré par les radars. 3 morts, 32 blessés, 10 disparus, tel est le bilan du grave accident qui s'est produit hier au large du Zaïre, à bord d'une barge appartenant à la société française Bouygues. Les 168 personnes à bord travaillaient à la pose d'une plateforme pétrolière. Un pieu a heurté une nappe de gaz. L'explosion et l'incendie qui ont suivi ont donc fait 3 morts, dont un Français. 23 blessés rentrent ce soir à Paris à bord d'avions sanitaires. Effervescence aujourd'hui dans les 5000 collèges français. Professeurs, parents et élèves ont débattu de la réforme proposée par le ministre de l'Éducation sur les bases du rapport Legrand, qui a suscité de vives controverses, en suggérant notamment l'éclatement de la classe traditionnelle en groupes de niveau pour les matières principales. Pourtant, certains collèges expérimentent déjà ce système avec un certain bonheur, comme à Longnesque dans le Pas-de-Calais, où Lorraine Cusin a mené son enquête. La vieille furieuse déclara: Sophie, 13 ans, est en 4e. En français, elle est dans le groupe des rapides, en maths avec les moyens, en anglais avec les lents. Pour le reste, elle travaille dans sa classe de base, comme dans tous les collèges. À Blaise Pascal, on pratique ce système depuis 5 ans. Le but, permettre à chacun de progresser selon son rythme, avec bien sûr la possibilité de changer de groupe en fonction de ses performances. Que pensez-vous de l'attitude? J'étais en rapide en maths, puis je suis descendue en moyen, parce que j'arrivais pas à suivre. Et en français, j'étais en moyen et je suis montée en rapide. C'est stimulant, car surtout quand on aime bien la matière et que le professeur encourage l'élève et qu'il dit qu'il peut passer dans l'autre groupe. Je crois que l'élève a tendance à faire des efforts.
L'intérêt du système, c'est d'éviter les classes ghetto. C'est aussi de gommer le principal inconvénient du collège Aby, ces classes où les élèves sont mélangés quel que soit leur niveau, si bien que les forts s'ennuient et les faibles ne s'en sortent pas. Il n'est pas question de dire non plus que les résultats sont meilleurs dans un tel système, mais disons qu'il est plus facile de s'adresser à un public d'élèves de niveau à peu près égal. Même chez un élève faible par rapport à nos critères traditionnels d'évaluation, on arrive à mettre en lumière des éléments positifs. Et à partir du moment où un élève, même s'il a des résultats relativement moyens, voire faibles, si on réussit à lui dire que en mathématiques, en français, ça marche finalement pas si mal que ça, il est évident que pour lui, ça lui permet de progresser, de se sentir valorisé beaucoup plus que dans un système traditionnel. Reste que pour les enseignants, cette organisation n'est pas le remède miracle. Au Collège Pascal, cela marche car la population scolaire est plutôt facile. Les enfants n'ont pas les difficultés de ceux des grandes concentrations urbaines, par exemple. Et même ici, il y a des problèmes, surtout pour les groupes lents. Mon expérience, c'est que des élèves qui sont bons dans un groupe lent préfèrent rester dans ce groupe parce qu'ils craignent d'être largués dans un groupe rapide. Et ça leur donne confiance d'être bons, de profiter de l'enseignement, d'avoir de bonnes notes. Et souvent, en anglais, de toute façon, ils ont peur de passer dans un groupe plus rapide. Les groupes de niveau, un des points forts de la réforme Savary. Mais ici à Longnes, on est convaincu que l'une des conditions de sa réussite, c'est le travail d'équipe et la concertation des enseignants, un autre point fort de cette réforme. La FEN et la CFDT approuvent les objectifs de la réforme Savary, mais deux autres syndicats qui sont contre seront en grève demain, le syndicat national des lycées et collèges et la Confédération des groupes autonomes. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Ludovic Janvier, 6 ans, avait suivi un inconnu à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble. Dominique Thiers. Jeudi soir, Ludovic et ses 2 frères vont dans ce bureau de tabac acheter des cigarettes pour leur père. Sur le chemin du retour, ils traversent cette place, la place de la République de Saint-Martin-d'Air. C'est là, semble-t-il, qu'un homme leur a proposé contre des bonbons de l'aider à retrouver son chien, un homme que Jérôme, le frère aîné de Ludovic, a vu. Il y avait un monsieur qui était habillé tout en bleu, un casque bleu, des rayures blanches et oranges. Où? Sur le casque. Depuis cette rencontre, Ludovic a disparu. Dans la maison où ses parents habitent, c'est la désolation, le silence est pesant. Je leur dirais de me rendre mon enfant et puis pas de lui faire de mal. Parce que c'est quand même mon fils. Puis je l'aime. Mais rendez-moi mon fils. On mérite pas ça. Ou qu'il y ait au moins les ravisseurs du contact, qu'il est bien en vie, qu'il est bien vivant, tout, qu'il est en bonne main. Mais on ne sait rien, on ne sait même pas. Ce matin, les hélicoptères de la sécurité civile se sont joints aux forces de police qui recherchent Ludovic. Près de 30 personnes ont été confrontées à Jérôme dans les locaux de la police, sans succès. Incident ce matin au quartier des Minguettes à Vénissieux, près de Lyon. 6 policiers et plusieurs autres personnes ont été légèrement blessés au cours d'affrontements qui ont opposé la police à 300 jeunes gens du quartier. Les policiers qui étaient venus récupérer des objets volés dans l'une des tours du quartier y ont été bloqués par des manifestants. D'autres policiers sont intervenus pour les dégager. Ce soir, un dispositif policier reste en place et plusieurs syndicats de policiers protestent contre les incidents. Une actualité bien lourde donc aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas parler du temps, Alain Gillot-Pétré. Alors parlons-en et parlons du vent pour cette nuit et demain. Le vent coulis, 80 km/h sur Paris, 100 km/h sur les côtes de la Manche. Cela va souffler. Regardez la photo satellite. C'est dû à cette grosse dépression centrée ici qui va nous apporter demain tous ces cumulonimbus avec des grains et des rafales de vent. Voici la carte. Demain sur la moitié nord du pays, le temps sera très tourmenté, le ciel sera très tourmenté avec des averses, des éclaircies, des rafales de vent d'ouest sur les côtes de la Manche et même à l'intérieur. Donc sur la moitié sud, sur le sud-ouest, après dissipation des brumes, c'est du beau temps surtout sur la Méditerranée, sauf sur la Corse où quelques averses sont possibles. Côté température, pas grand-chose à dire, 9 degrés minimum prévu par la météo nationale, 16 degrés maximum au sud, cela fait 12 degrés en moyenne. C'est stationnaire par rapport à hier. Demain, c'est le mardi 22 mars.
3 minutes de soleil en plus, lever 6h52, coucher 19h04, c'est le premier quartier de lune à Sainte-Léa. Et puis c'est aussi le printemps, plutôt que de vous le dire avec des fleurs ou avec autre chose. J'ai apporté des fruits et des légumes 100% français, même les bananes qui nous viennent de Guadeloupe et de Martinique. Vous avez là tout ce qu'on trouve sur les marchés français, c'est magnifique, des concombres qui viennent de la région d'Orléans, il y a des fraises, des radis, des tomates qui viennent de Serres, celles-là, on les voit pas les tomates, si les voilà, je vous en montre une, elle vient de Serres, les autres sont venus à l'air libre. Alors qu'est-ce que je vous sers, Christine? Qu'est-ce que vous aimez? Écoutez, dans l'immédiat, une carotte. À 23h15, Hervé Claude vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.